Tout le monde et bienvenue à cette deuxième capsule de vidéo du marketing approfondi. Après avoir présenté ce que le marketing, son évolution et ses concepts dans la capsule précédente, on passe maintenant à la compréhension de la notion de marché, surtout comment analyser et identifier les composantes d'un marché donné, de différencier entre le micro et le macro-environnement et finalement comment conduire une étude de marché. Alors c'est quoi un marché? Je ne vais pas tarder sur la lecture de la définition et je passe à son analyse. Le marché se définit selon l'objet. Alors l'objet, qu'est-ce qui est fabriqué dans ce marché-là? Soit des biens durables, c'est-à-dire de nature palpable ou touchable, qu'on peut toucher ces produits-là, ou bien des biens non durables, de nature non palpable, comme par exemple des services qui sont de nature immatérielle. Deuxièmement, c'est l'occupant qui achète les produits. Il faut d'abord déterminer les caractéristiques des consommateurs ou bien les profils de la clientèle existant dans ce marché-là. Troisièmement, c'est l'occasion. Quand consomme-t-on le produit? Il s'agit ici de la perspective temporelle. À quel moment de la journée ou bien du mois, de l'année, on consomme le produit? Soit ils sont des produits par exemple consommés dans l'été ou bien l'hiver, etc. Et finalement, c'est l'objectif. Pourquoi achète-t-on ce produit? C'est-à-dire les motivations d'achat ou ce qu'on appelle le processus d'achat du consommateur que nous allons, Inch'Allah, expliquer par la suite. Dans cette optique, la compréhension de marché ne se fait qu'à travers la compréhension de ces quatre composantes, à savoir la demande, l'offre, le micro et le macro-environnement. Mais commençons avec le noyau, c'est-à-dire le marché lui-même. La compréhension de la nature de marché permet à l'entreprise de mieux se situer par rapport à ses concurrents, et ceci à travers des mesures statistiques et des études marketing. Parmi les mesures du marché, il y a le chiffre d'affaires, la part de marché et le taux de pénétration et d'autres. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, il y a deux façons pour le mesurer. Soit en volume, c'est-à-dire les quantités physiques d'un produit vendu sur une période donnée. Alors ici, il s'agit d'un indicateur économique pauvre. Il permet des comparaisons entre concurrents, par exemple des entreprises relativement similaires en taille, par exemple. Ou bien le chiffre d'affaires en valeur, c'est-à-dire les quantités physiques vendues fois le prix moyen de vente de l'unité. Alors ici, cet indicateur, il aide l'entreprise à déceler l'origine, par exemple, d'un problème ou il permet le marketing manager de justifier une décision. Le deuxième indicateur, c'est la part de marché. Il s'agit d'un indicateur majeur. Il se calcule en fonction du type de chiffre d'affaires, soit en valeur ou bien en volume. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous bien qu'un marché en volume se mesure par le nombre d'unités vendues et un marché en valeur par le total des sommes payées par les acheteurs. Le troisième indicateur que je vous propose est celui de taux de pénétration. Il permet d'évaluer les possibilités de croissance d'un marché. Il se calcule de la manière suivante, c'est-à-dire le taux de pénétration égale le marché actuel du produit sur le marché potentiel. Alors, il existe plusieurs concepts ici. Il y a par exemple les consommateurs actuels. Il s'agit des consommateurs qui consomment actuellement le produit. Aussi, les non-consommateurs absolus, ce sont les consommateurs qui n'achèteront jamais le produit, c'est-à-dire ce sont les personnes qui ne peuvent pas consommer le produit pour des raisons physiques, morales ou religieuses. Il y a aussi les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire susceptibles d'acheter le produit un jour. On l'appelle aussi client à la concurrence. On distingue entre les non-consommateurs relatifs volontaires et le non-consommateur relatif involontaire. Pour les non-consommateurs relatifs volontaires, ce sont les consommateurs qui refusent de consommer certains produits pour des raisons culturelles, sociales ou psychologiques. Alors, pour les non-consommateurs relatifs
involontaires, ce sont des consommateurs qui ne peuvent pas consommer certains produits pour des raisons de pouvoir d'achat insuffisant ou bien de manque d'information. Nous continuons toujours avec les mesures statistiques du marché. Alors en plus du chiffre d'affaires et du taux de pénétration, il existe aussi d'autres indicateurs comme le taux de fidélité, qu'il s'agit de pourcentage d'acheteurs de la marque à la période T continuer à consommer en T plus 1. Par exemple, le pourcentage des consommateurs en janvier 2021 et qui continuent à consommer le produit, par exemple, au janvier plus un mois, c'est-à-dire en février. Deuxième indicateur, c'est le taux de notoriété. C'est la fréquence avec laquelle chacun des conquérants est cité en réponse à une question de type pouvez-vous me citer le nom d'une entreprise présente dans ce secteur? Exemple, si je vous propose ou bien si je vous pose la question, citez-moi le nom d'une entreprise présente dans le secteur automobile. Alors chacun de vous va me citer le nom d'une marque. Alors ici, on calcule le nombre de fois que chaque nom se répète, c'est-à-dire chaque nom de marque d'automobile se répète. Alors la comparaison des résultats obtenus par les firmes concurrentes donne une approximation quantitative des positions concurrentielles. Alors ainsi, cet indicateur quantitatif permettent d'évaluer l'efficacité marketing de l'entreprise par rapport à celle de ses concurrents. Toutefois, il convient de souligner que les marchés peuvent être de tailles très différentes. En outre, la taille même des marchés dépend de la taille de l'entreprise qui l'évalue. Par exemple, une petite entreprise qui se lance sur le marché de la cosmétique biologique va considérer par exemple le marché marocain comme important, alors que le leader mondial des cosmétiques l'estimera, c'est-à-dire le marché marocain, à un micro-marché. Deuxièmement, la nature de la demande va conditionner aussi le type de marché. Les politiques marketing seront différentes entre ces deux catégories, c'est-à-dire entre le B2C, business to consumer, et B2B, c'est-à-dire business to business. Dans le premier cas, c'est-à-dire B2C, dans ce cas-là, je vous cite l'exemple par exemple d'un groupe automobile. Alors, un groupe d'autres automobiles vendra ses véhicules, c'est-à-dire ses voitures, non seulement à des particuliers comme vous et moi, mais aussi à des loueurs de voitures ou bien à des grandes entreprises, c'est-à-dire B2B. Alors, grosso modo, la nature de la demande, c'est-à-dire soit c'est-à-dire une entreprise ou bien un particulier, ici, la nature de la demande va conditionner notre marché. Enfin, la catégorie de biens et services définit aussi le marché. Alors, on distingue entre le marché de biens de grande consommation, par exemple le marché des eaux minérales, ou bien le marché de biens d'équipement, par exemple celui de l'électroménager, et finalement le marché de services, c'est par exemple, on parle de tout ce qui est le service lié au tourisme. Alors, notez aussi bien qu'on parle du marché amont et marché aval. Le marché amont, c'est avant la production, comme les matières premières, et le marché aval, c'est-à-dire après la production, comme par exemple les grossistes, les distributeurs et les utilisateurs. On parle aussi du marché selon l'amplitude géographique. Par exemple, on parle du marché local, régional ou national, et on parle du marché global, c'est-à-dire international. Alors, comme nous avons déjà avancé, il existe quatre composantes du marché. Il s'agit surtout de l'offre, la demande, le micro-environnement et le macro-environnement. Après avoir mieux cerné ce que ça veut dire un marché, il est primordial maintenant d'analyser sa première composante, en l'occurrence l'offre. Quand on dit concurrence, on dit concurrent. Il y a deux types, il y a les concurrents directs et les concurrents indirects. Alors dans le premier cas, c'est-à-dire les concurrents directs, ou bien la concurrence directe, c'est quand une entreprise vend le même produit ou service que le mien.
Par exemple, dans un marché, il y a deux entreprises fabriquent le même produit qui répond aux mêmes besoins. Par exemple, dans des boutiques de prêt-à-porter féminin, on trouve plusieurs marques, par exemple Zara, Stradivarius, Mango, etc. Dans le supermarché, on peut trouver, il y a par exemple Marjan, Aswaq Salam, Carrefour, ce sont tous des supermarchés qui sont orientés vers le même marché. Pour la concurrence indirecte, ce sont des entreprises qui vendent des produits ou des services qui peuvent être des substituts, c'est-à-dire je peux substituer mon produit par leur produit. L'exemple type, c'est euh, le bus et le train. Ce sont deux produits différents, mais le train peut remplacer ou bien peut substituer par le bus. Aussi, on peut citer par exemple le CTM, ce sont des bus et l'avion. Ce sont deux produits qui répondent aux mêmes besoins, c'est-à-dire le voyage, mais qui sont différents. Toutefois, il existe plusieurs situations concurrentielles à partir du nombre de fournisseurs ou d'acheteurs existants sur le marché. Alors, comme vous voyez, le cas diffère selon le nombre des acheteurs et fournisseurs existants sur le marché. Le deuxième composante, ou bien le deuxième intervenant de l'offre est la distribution. Alors, dans ce cas-là, sera crucial pour l'entreprise d'identifier les différents canaux de distribution, leurs perspectives d'évaluation, leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, grosso modo, il y a plusieurs niveaux de canaux de distribution, de la simple vente à la vente via plusieurs intervenants. Par exemple, ici, on a trois niveaux. Il y a le fabricant, puis les grossistes, les semi-grossistes, les détaillants et finalement, le produit arrive à nos mains, c'est-à-dire au consommateur. Et le troisième intervenant de l'offre, c'est l'entreprise elle-même. Alors, en plus que l'entreprise doit établir une monographie de ses concurrentes, il est essentiel de s'inclure à cette étude. C'est-à-dire, une meilleure étude commence tout d'abord et avant tout par la connaissance de soi. C'est-à-dire l'entreprise doit tout d'abord faire une étude de elle-même, de savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses. La deuxième composante du marché est la demande. La demande représente à la fois les clients de l'entreprise, ceux des concurrents et les non-clients susceptibles de le devenir. Alors, le consommateur est celui qui détruit le produit. On l'appelle aussi utilisateur quand il s'agit d'un service. Bien sûr, chaque secteur a également ses propres termes pour le définir. Soit on l'appelle usager, patient, adhérent, etc. Ainsi, l'entreprise est constamment en relation directe avec l'ensemble des acteurs du marché. Il s'agit surtout des consommateurs, des acheteurs et des prescripteurs. Généralement, l'entreprise fait appel à deux étapes. La première étape, c'est une étape quantitative, c'est-à-dire il vise surtout à estimer le nombre des consommateurs existants dans le marché ou bien concernés par l'entreprise et leur évolution. Et la deuxième étape est qualitative, c'est-à-dire elle permettra d'identifier les caractéristiques de ces consommateurs, leur âge, leur catégorie professionnelle, leur genre, etc. Il sera aussi primordial d'étudier leur comportement et leur motivation d'achat. Le deuxième intervenant de la demande est les acheteurs. Alors, l'exemple type que je peux vous citer ici est celui de la mère. Alors, la mère, c'est elle qui achète les fournitures scolaires de son enfant. C'est elle l'acheteur, mais n'est pas le consommateur du produit. Le consommateur du produit est son enfant. Rappelez-vous bien qu'un client n'est pas toujours un consommateur. Les clients achètent le produit ou le service et le consommateur l'utilise. Par exemple, les yaourts ou bien des bonbons conçus pour des enfants. Dans ce cas-là, le client est le responsable des achats, c'est-à-dire soit la mère ou le père qui les achète. Et le consommateur ici, ce n'est pas la mère ou le père, mais c'est l'enfant. Mais faites attention,
Le consommateur et le client peuvent être la même personne. Par exemple, un garçon qui achète 2 tickets de cinéma pour lui-même et son ami. C'est lui l'acheteur et aussi le consommateur. Je ne vais pas tarder sur la définition des prescripteurs et je vous explique qu'est-ce qui implique une orientation prescripteur. Alors, une orientation prescripteur implique que l'entreprise doit identifier quels sont les leaders d'opinion et les prescripteurs clés existants dans le marché. Elle doit évaluer la nature et l'importance du rôle qu'il exerce dans le processus de formation de la décision d'achat et mettre en point une stratégie de communication pour les informer, les motiver et pour obtenir leur soutien. Et si c'est le cas des marchés de business to consumer. Alors, maintenant, dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans les marchés business to business, c'est-à-dire le cas entre une entreprise et dans notre entreprise. C'est-à-dire quand une entreprise, par exemple X, fournit un produit ou bien un service à une entreprise Y. Alors, le rôle de prescripteur ici est souvent assumé par des experts ou des consultants qui recommandent ou certifient des équipements et publient des listes de produits agréés. Entre parenthèses, dans le premier cas, B2C, c'est-à-dire business to consumer, c'est-à-dire le cas entre une entreprise et un consommateur, un particulier, c'est-à-dire comme moi et vous. Ici, on les appelle des leaders d'opinion, par exemple le cas des stars ou bien des célébrités, surtout à travers les réseaux sociaux, Facebook ou bien Instagram. Dans le deuxième cas, c'est business to business, c'est-à-dire entre une entreprise et une autre entreprise, c'est-à-dire le rôle entre une entreprise et une autre. Ici, le rôle des prescripteurs est joué par des consultants ou bien des experts qui recommandent le produit d'une entreprise ou d'une autre. La troisième composante du marché est le micro-environnement. Ce sont par exemple dans le micro-environnement, on peut trouver les fournisseurs, les intermédiaires, les groupes d'influence et bien sûr l'opinion publique. Ces 4 acteurs sont bien expliqués dans la version PDF du cours. La dernière composante du marché est le macro-environnement. Alors, nous faisons appel ici au modèle Pestel pour recenser l'ensemble des facteurs existants dans le macro-environnement. Alors, je ne vais pas tarder sur l'explication de ce modèle. Il y a un tableau qui explique bien tous ces facteurs avec des exemples dans le cours, dans la version PDF du cours. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'entreprise doit développer un système de suivi de son environnement macro-marketing afin d'anticiper les changements et de faciliter l'adoption en temps utile des contre-mesures appropriées. Alors, on termine avec les composantes du marché et on passe maintenant au deuxième point, à savoir les études de marché. Alors, les études de marché sont un pilier du marketing moderne. Mieux une entreprise connaîtra les attentes de ses consommateurs, mieux il pourra agir efficacement sur la satisfaction de leurs besoins. C'est le rôle ici des études de marché. Par exemple, comme une équipe de football a plus de chances de gagner si il connaît bien son adversaire, de même le marketing manager connaîtra plus sûrement le succès s'il est bien renseigné sur l'environnement dans lequel il évolue. Alors dans cette partie de cours, 2 questions guident cette partie. La première question, pourquoi faire? Pourquoi faire une étude? Et la deuxième question, comment se déroule une étude de marché? Ce sera l'objet de la troisième capsule de vidéo, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et bon courage.